Bonsoir à tous. Merci d'être tous là pour la dernière table ronde de ces deux jours de salon prototype, avec, comme vous ne verrez pas, parce qu'on ne l'a pas préparé, la thématique d'aujourd'hui de cette séance, c'est designer la ville, tisser des liens entre humains, territoire et savoir-faire. Donc l'enjeu était de se poser la question comment la ville peut être aussi un terrain non seulement de design, mais aussi de savoir-faire et de rapport humain, puisqu'on ne le pense pas nécessairement, mais la ville est un enjeu aussi pour les savoir-faire. Souvent, dans les savoir-faire, on va partir du sur-soi, hein, tous les éléments de la mode, ça, il y en a plusieurs, ou le chez-soi, qui sont les éléments de la décoration. Mais j'aime bien penser que le autour de soi engage aussi un certain nombre de savoir-faire, un certain nombre d'éléments, de matérialité et autres. Donc aujourd'hui, on va voir que le projet qui nous est montré au-dessus, de Marc Aurèle, Guillaume Poignon et Joël Lemoine, est un projet multidimensionnel où l'humain, je crois, est essentiel. Donc trois intervenants. Trois intervenants qui se connaissent depuis, je crois, un bout de temps et qui ont une expérience multiple commune. Alors, je commencerai à présenter rapidement, et puis on reviendra après sur le projet. Donc, Marc Aurèle, comme je dis, lui, c'est l'empereur, moi, c'est le chevalier. Et chaque fois qu'on s'appelle, c'est « Allô Marc », oui, c'est Marc. Il y a un effet d'écho, c'est assez marrant. Enfin bon. Et donc Marc Aurèle, que je connais depuis le prix Bettencourt 2014, en fait, c'est là où on s'est rencontrés, qui travaille en ce moment beaucoup avec le Mobilier National, puisqu'il y a une chaise en prototypage, et qui s'est spécialisé sur le design urbain. Et vous le verrez, vous ne pouvez le voir que Marc Aurèle quand vous vous promenez dans la rue, et là, en sortant en face, sur le trottoir d'en face, il y a un abribus dessiné par Marc et qui a travaillé donc avec JC Decaux et un certain nombre de grandes entreprises pour développer. Je crois qu'on peut dire que c'est peut-être un des rares designers urbains d'expérience internationale. Il n'y en a pas beaucoup, il me semble. En tout cas, voilà, on a grand plaisir d'être parmi nous pour évoquer ce projet. Alors, ce projet qui est mené aussi par Guillaume Poignon, Guillaume qui est ingénieur de formation, diplômé de l'école centrale de Nantes, et qui a d'abord commencé un secteur passionnant, avec plein d'enjeux, qui est l'industrie automobile, et qui a fondé en 2016 l'atelier Emmaüs à Lyon, qui, il nous le dira certainement, mais en passant d'univers social industriel à un autre univers social, il y avait des engagements évidemment personnels très forts et éthiques évidemment très importants. Et en 2018, il a contribué à rassembler plusieurs ateliers, atelier Emmaüs, les résistances, recréateurs, sous la bannière des studios Emmaüs, et il nous en parlera. Et enfin, le dernier acteur, qui est Joël Lemoine, qui est le directeur général de Tôlerie Forésienne, une entreprise labellisée, spécialisée sur la tôlerie fine. Il est directeur général depuis 2013. Alors peut-être pour rentrer dans le vif de cette question, designer la ville, est-ce que Marc, tu peux nous donner les grandes lignes du projet sous les photos et qu'on peut montrer, et après on reviendra sur ce que chacun a porté dans ce travail de collaboration. Je crois qu'il faut bien parler fort. Oui, vous m'entendez, ça marche là, je crois, oui. Oui, donc j'ai préparé très brièvement 6 slides qui racontent l'histoire de ce projet en quelques minutes. La première, ça montre cette chaise, cette réflexion sur un objet qui est une collection pensée pour l'espace public. L'espace public, dans notre studio, depuis 35 ans, nous travaillons dans une logique d'extension de l'espace domestique. De dire que l'espace public doit être aussi travaillé que l'espace domestique. Et on l'a bien vu lors du confinement, le besoin qu'on avait de sortir de chez soi quand on est dans un petit appartement et d'avoir un espace extérieur de qualité était quelque chose qui était demandé par énormément de monde. Donc ça a résonné avec notre travail, et cette chaise montre une qualité de production, un glissement de l'espace domestique vers l'espace public. Cette assise est le résultat d'une recherche sur les matériaux, le dessin, la justesse des assemblages,
c'est le rapport que va entretenir le bois et le métal. Et bien entendu, comme dans tous nos projets, c'est un travail très sophistiqué sur l'ensemble des détails qui va constituer l'objet que vous voyez ici. Donc avant que ça devienne une collection ou avant que ça devienne les objets que vous avez peut-être déjà vus tout à l'heure à l'étage, c'est une intention, donc une intention de projet. Et cette collection se décline en plusieurs objets, puisqu'on a également luminaires, assises, grandes, petites, etc. Le bois que nous avons mis en œuvre ici a une histoire. Elle vient d'une salle de sport, en fait, issue d'un chantier de démolition à Lyon. Tu me dis, c'est bien ça, hein, c'est à Lyon. Et lorsque j'ai rencontré Guillaume, il y avait cette idée de se dire, on va réfléchir avec des matériaux ressources issus de chantiers de démolition. Et cette chaise illustre ce travail-là. Et là, vous voyez le travail dans les ateliers d'Emmaüs, d'assemblage, de travail autour de ce bois. Mais un des objectifs a été aussi de se poser la question, est-ce qu'il fallait qu'on travaille sur la mémoire de ce matériau ou alors qu'on s'affranchisse de cette mémoire? N'en parle pas trop vite, on en parlera après. Voilà, donc voilà, on en parlera après. Donc voilà la matière première que Emmaüs reçoit. Et très vite, quand on s'est associé avec Guillaume, on s'est dit, moi j'ai joué un peu le chef d'orchestre en disant, il faut qu'il y ait un troisième partenaire, il faut qu'il y ait une vision industrielle. Donc est apparu Joël Lemoine avec cette idée de dire, on va se approcher de cette collection, non pas dans une idée d'avoir un démonstrateur, mais dans une idée de production industrielle, de coût de production et de gestion de produits. Voilà. Donc là, c'est pour ça que vous avez les trois acteurs qui ont permis à l'aboutissement d'un produit et d'un projet complètement industriel. Et enfin, ce qui définit cette chaise, c'est pas je rentre pas dans le détail, mais c'est pas ce qu'elle était, mais c'est ce qu'elle va devenir par les usages qu'elle va générer. Les gens vont se l'approprier à un moment donné. Et l'idée, ça a été vraiment de s'affranchir d'une esthétique d'upcycling palette, je dirais, pour aller vers une esthétique sophistiquée, d'un dessin sophistiqué. Donc voilà en gros l'introduction. Merci Marc. Donc tu as défini ton rôle de chef d'orchestre, à la fois dans le dessin et dans l'organisation des différentes phases. Peut-être maintenant, Guillaume, évoquer l'atelier Emmaüs, mais aussi comment, à la réception d'un tel projet, derrière, j'imagine qu'il y a un souci de mise en œuvre avec le personnel, tu vas y revenir, et de chaîne de production qui va être mise en accord avec la question de la fabrication de la partie métallique et de l'assemblage, hein, j'imagine. Bonsoir tout le monde. Moi, je dirige l'atelier Emmaüs. On est une menuiserie lyonnaise un peu spéciale puisque, comme ça a été un petit peu esquissé, on a ces deux missions sociales, très sociales, comme Emmaüs depuis 70 ans, d'accueillir des personnes dans notre atelier qui se reconstruisent par la fabrication artisanale, et une mission environnementale qui est aussi très ancienne dans Emmaüs, faire avec l'existant, boucler la circularité des objets ou des matériaux. Ce projet-là, il a été naturel pour nous de réfléchir avec Joël et avec Marc à partir de gisements qu'on commence à connaître, hein, les filières de récupération de matériaux dans la ville. Je fais le lien aussi avec le thème, c'est que cette photo m'intéresse parce que il y a le futur des matériaux, c'est cette chaise. Il y a peut-être demain le caillebotis sur lequel elle est posée sera à changer, sera amené à des nouvelles vies. En fait, nous on voit déjà depuis 70 ans. J'étais pas né, mais c'est natif chez nous. On voit les objets dans leur vie multiples. Et au final, on n'a pas inventé cette vision du monde, hein. Dans l'ère pré-industrielle, c'était commun.
Et beaucoup des pièces qui sont dans les collections de la Manufacture nationale sont en fait des pièces qui ont eu, dont les composants ont eu plusieurs vies et en auront peut-être plusieurs dans le futur. Donc ça, c'est vraiment cet état d'esprit. On est natif de cet état d'esprit à l'atelier Emmaüs, même si on a beaucoup moins d'années d'ancienneté que tout le mouvement Emmaüs. Évidemment, on a démarré en 2017. Donc ça a été, c'était une gymnastique agréable et engageante pour l'équipe de travailler sur ce gisement de parquet. Et puis, évidemment, il y a l'ambition. Marc a donné l'ambition sur les usages, l'ambition esthétique du projet. Il y a une ambition technique que Joël a bien portée, qui nous a tirés vers l'industrie. Quand on pense Emmaüs, on ne pense pas tout à fait à l'industrie. C'est normal parce qu'on est des petites structures éparpillées. On a des savoir-faire artisanaux, agiles, mais on manque parfois d'expérience sur le caractère déployable de nos inventions. Et donc, c'est une petite transition pour toi, Joël, je te passe le micro. C'était en tout cas pas si compliqué, on pourrait y revenir s'il y a des questions, mais les artisans et les industriels se sont passés des flambeaux sans trop de problématiques sur ce projet-là, parce qu'on construit un projet qui est... Enfin, on n'envoie pas une fusée sur la Lune, hein, c'est 4 pieds et une assise confortable. Voilà, les enjeux étaient à notre portée. Merci de faire la transition avec Joël Lemoine de la tôlerie forésienne. Oui, justement, comment penser dès l'origine le projet par rapport à un outil industriel et quel est l'outil industriel de la tôlerie forésienne? Donc, une présentation de la fabrique, de l'usine, et pour après parler du projet. Bonsoir à tous et à toutes. En quelques mots, nous, on est 130 personnes, on est éditeur de mobilier urbain. Donc, on a l'habitude de concevoir en interne ou avec l'aide de designers, et régulièrement avec Marc d'ailleurs, des mobiliers urbains qui ont donc une destination urbaine, dans le sens où ils vont pouvoir accueillir de multiples publics. Donc, on a bien intégré toutes les contraintes que doivent porter et auxquelles doivent répondre le mobilier urbain. Et donc, en complémentarité avec Marc et Guillaume, excuse-moi. Donc, on a travaillé sur le fait d'avoir un produit qui soit aussi performant qu'un produit catalogue qu'on peut sortir habituellement. Donc, il fallait qu'il ait la durabilité de 5 à 10 ans. Il fallait qu'il ait évidemment une ligne design donc, sur laquelle Marc a travaillé, qu'il ait une personnalité et qu'il puisse, dans la mesure du possible, véhiculer le message qu'on a tous les trois cherché à porter, donc de dire comment on fait pour proposer un mobilier avec du bois upcyclé et de faire en sorte que ce message passe au travers le produit. Donc, c'est différentes choses que nous, sur lesquelles on a apporté notre contribution. Faire en sorte aussi que ce produit soit répétable, c'est-à-dire qu'on le fabrique le 1er janvier, qu'au 31 décembre, on fabrique la même qualité de produit, qu'on puisse s'assurer que n'importe quel client puisse avoir la garantie en termes de durabilité et aussi en termes de réparabilité dans le temps. Voilà un petit peu l'apport qu'on a pu faire sur ce projet. Peut-être une question qui est un peu bateau, mais qui me paraît important. Comment est née l'idée? Est-ce que c'est une commande? Est-ce que c'est Marc qui a eu l'idée et qui veut le faire déployer? Ou est-ce que c'est quelle est l'origine? Parce que avoir une idée d'origine et puis là on voit bien la mise en œuvre complexe que ça suscite. Donc c'est différentes étapes. Donc comment est née l'idée? C'est une rencontre fortuite entre Guillaume et moi lors d'un jury. Guillaume m'a expliqué comment est-ce qu'il travaillait, les ateliers Emmaüs, et puis on s'est séparés, et quelques semaines après, ça germait dans ma tête comme ça, et puis j'ai dit, mais pourquoi je n'ai pas rappelé Guillaume avant, quoi? Ça me semble, ce qu'il me raconte, c'est super intéressant. Et je t'ai appelé, tu te souviens, et tu m'as dit, mais j'allais t'appeler. Voilà, et ça s'est fait comme ça. Donc j'ai dit, écoute, je suis à Lyon, je viens voir les ateliers. Et tu m'as expliqué tout le process. Guillaume m'a expliqué tout le process, la manière de récolter les matériaux pour avoir non pas des déchets, mais des matériaux ressources. Donc ça, c'est peut-être que tu en diras un mot. C'est pas simple, hein, c'est un vrai boulot. Des matériaux ressources, c'est-à-dire des matériaux qui puissent être réellement exploités.
parce qu'ils sont après en grande partie exploités dans les ateliers Emmaüs avec des gens qui sont en réinsertion. Hein, c'est bien ça, là aussi tu pourras dire peut-être un mot après là-dessus, accompagnés avec des artisans. Donc voilà, première rencontre, et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et c'est là où j'ai dit mais il nous faut le troisième pour compléter l'équipe, pour qu'on ait une vraie logique industrielle. Je répète ce que je disais tout à l'heure, qu'on n'est pas uniquement un démonstrateur. Les magazines sont remplis de démonstrateurs où on ne sait pas combien ça coûte, comment ça marche. Et nous-mêmes, on est confrontés à ça. Souvent, on voit des beaux matériaux, on dit tiens, on fait rentrer ces matériaux. Et puis après, on nous dit oui, mais on ne sait pas comment le développer. C'est juste quelques échantillons, mais ça coûte très très cher. Donc voilà. Donc globalement, on s'est dit non, il faut qu'on s'affranchisse de ça, qu'on soit vraiment dans une logique où si quelqu'un voit cet objet, on peut lui dire combien ça coûte, comment ça marche, quand est-ce qu'il peut être livré, délai de production, de livraison. Enfin voilà, tout ça. Je peux rajouter que moi, pour le développement de l'atelier Emmaüs, moi, je rencontre quelques créatifs comme Marc, des éditeurs, des distributeurs. Et en fait, ce que je sens en ce moment, c'est qu'il y a en fait la réaction que tu as eue en 2022, peut-être, quand on s'est rencontrés. Elle est assez souvent répétée, cette réaction-là, de dire en fait notre atelier lyonnais permet d'ouvrir la boîte noire d'où viennent les molécules de métal, d'où viennent les molécules de bois, d'où viennent les composants qui composent des objets tous les jours, soit qu'on a dans la poche, sur lesquels vous êtes assis, sur lesquels on marche. Donc on a cette proximité. On est un atelier lyonnais à une demi-heure de la gare de Lyon, donc en fait on est à 2 heures de beaucoup d'endroits en France. Et ce travail sur les matériaux aussi, d'ouvrir la boîte noire, de dire ok, en fait on va assez vite sur un objet, je l'ai dit tout à l'heure sans le dire, c'est un objet très low-tech, très, très simple, une chaise, pas en termes de dessin, mais en termes de composants, en termes de matériaux. Pour autant, on ne sait pas. On ne sait pas l'impact que ça a sur la planète. C'est le moment d'ouvrir ça. Et quand on esquisse une ouverture de cette boîte noire, en fait, on est assez suivi par les créatifs, par les industriels. Alors les industriels, ils savent déjà parce qu'il y a des filières de recyclage, notamment dans le métal. Donc le sujet n'est pas nouveau. Mais en création, c'est encore assez nouveau, malheureusement. Et donc, ce qui s'esquisse là, Marc l'a dit sans le dire aussi 2 fois déjà, c'est que cet objet tombe en 2022, on démarre le projet. Là, on en fait finalement aujourd'hui un lancement presque public. On est à la frontière entre la période où l'ouverture de la boîte noire sociale et environnementale d'un objet doit être portée comme un symbole et portée en étendard. Ça, c'est une première période qui est en train, j'espère, de passer. Et la seconde période, ça sera la période où finalement ça coulera de source. C'est une période que j'appelle de mes voeux. C'est une période où, en fait, tout objet aura une responsabilité, tout fabricant aura une responsabilité environnementale et sociale. Et donc, il ne sera plus question de savoir si oui ou non cette chaise est en matériaux sourcés en réemploi ou pas. La question, ce sera peut-être plutôt de savoir quel gisement a été utilisé, quelle est l'histoire qu'il y a derrière ça. Et à ce moment-là, on sera en train plutôt de s'amuser avec un patrimoine en construction, plutôt que de se dire on est en train de faire une réinnovation du réemploi qui se pratiquait déjà dans les années 1500, 1600. Oui, on en parlait justement avant de rentrer. C'est le jour où on ne dira plus que c'est du réemploi, on aura gagné, en fait. On n'aura plus besoin de le dire parce que ça sera naturel. Mais avant de continuer, il y a peut-être une question que je me posais, c'est est-ce que tout de suite c'était un mobilier plutôt urbain, ou plutôt où tu as hésité, Marc et vous, entre une assise d'intérieur, une assise publique, parce que poser cette question, ça veut dire derrière des normes, des questions de solidité, des questions d'entretien dont tu as l'habitude avec le mobilier urbain. Donc, est-ce que vous avez hésité ou tout de suite, ça a été on va partir sur du mobilier urbain? D'abord, le mobilier urbain et l'univers urbain, c'est mon quotidien. Depuis 35 ans, je travaille là-dedans, dans ce contexte, et donc je maîtrise plutôt bien le contexte. Donc il y avait comme une évidence. Mais en plus, je trouvais intéressant que l'espace public
puisse être aussi puisse véhiculer ce message-là, de dire on amène une qualité dans l'espace public, ce que j'évoquais tout à l'heure, cette espèce de glissement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on parle de qualité, mais on parle de qualité avec des déchets. En gros, c'est ça. Hein. Je caricature à peine, mais c'est des matériaux qui étaient normalement qui devaient partir à la benne pour faire des fonds de forme de chaussée ou je ne sais pas quoi. Et là, on essaie de faire, entre guillemets, un objet où le beau est mis en avant pour l'espace public avec un matériau qui normalement est un déchet. Et donc, il y avait une espèce de logique, pour moi, pour nous, que ce soit davantage dans l'espace public que dans l'espace intérieur. Merci. Et alors, du coup, quand il y a une idée, une intentionnalité, on va arriver à la question du prototype. Vous m'avez dit qu'il y a eu plusieurs prototypes. Donc peut-être dire combien. C'est un enjeu, nous, au Mobilier National, à l'ARC, nous, on a une liberté, on peut aller à 3, 4, 5 prototypes. Qui dit prototype dit des itérations, des allers-retours, donc c'est beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent. Donc combien de prototypes et à chaque étape, quelles ont été les difficultés qu'il a fallu franchir? Et ça, si vous voulez bien, à tous les trois, quelles étaient à chaque fois les différentes, si vous vous souvenez, ou en tout cas les plus gros moments qui étaient à laquelle vous vous êtes confrontés? Je veux bien commencer. Après, tu pourras peut-être... je me rappelle d'une réunion où on a validé l'inclinaison et le fait, voilà, l'ergonomie. Mais avant ça, on avait une question sur le bois, la tenue dans le temps du bois et le bois vivant ou pas avec le métal. Et on n'a pas eu besoin de beaucoup de prototypes parce qu'on a été plutôt agréablement surpris de la tenue dans le temps du bois. Avant de faire des prototypes d'objets, on a fait des prototypes de composants. En fait, on a testé des composants et on les a mis dans des conditions de cycle d'hygrométrie assez fort. Et en fait, ce chêne-là, il est spécial parce que c'est un chêne de réemploi. C'est un chêne qui a séché 20 ans, ou qui a séché peut-être plus, 40 ans. Et donc, il a une densité qui est agréable d'ailleurs à travailler en atelier pour les équipes chez nous. C'est un matériau qui surprend peu, parce qu'évidemment, il y a un tri qui a été fait il y a 40 ans quand les gens ont fait un parquet avec cet arbre. Ben, en fait, il y a déjà tout un travail de tri. Ils ont enlevé les nœuds, voilà, ils ont gardé que le meilleur pour faire ce parquet. C'est un parquet de gymnase, donc avec des attentes techniques aussi assez importantes. Et comme il a séché peut-être 30 ans dans ce gymnase-là, était assez la réaction à la lame de scie, l'effort qu'il faut au menuisier pour le pousser sur la lame de scie, c'était assez... Je me rappelle d'un témoignage. Où il a aussi subi beaucoup de chocs, s'ils étaient un parquet. Alors oui, ça, je ne suis pas allé aussi loin pour comprendre, est-ce que oui, tous les rebonds des ballons, tout ça font que... Mais disons que en tout cas, c'est chargé en émotions sportives peut-être aussi. Mais j'ai un salarié en insertion qui a dit, c'est dans la vidéo qu'on a faite à l'époque, qu'on ne pourrait pas d'ailleurs projeter, mais vous la verrez sur les réseaux si vous voulez, elle est disponible. Daniel, il dit, avec ce bois, j'ai appris à jouer. Le bois joue avec moi et je joue avec le bois. Et ça, en fait, on l'a beaucoup moins sur des matériaux plus récents, plus pétrosourcés. Il n'y a pas ce lien, cette connexion vivante. Et je trouve que ça a été vraiment appréciable. Et la bonne surprise du prototypage, puisque en fait, le nombre de cycles n'a pas eu à être bien long par les qualités, densité et de côté très sec de ce bois. Et puis, il y a un point qui nous a... Peut-être tu peux remettre la photo de détail où on voit le boulon, s'il te plaît. La vis, voilà, ça. Ça, c'est de ton côté, Joël. Tu peux peut-être en parler un petit peu? Ce détail-là qui fait beaucoup. Oui, en fait, on expérimente quand même des sujets. Le mode d'assemblage qu'on a choisi, de par la ressource qu'on a trouvée, on ne savait pas trop comment ça allait réagir. Donc en fait, ce petit détail-là, donc on a une vis qui permet de réunir l'ensemble des éléments du dossier.
Et en fait, comme c'est un matériau vivant, on ne savait pas trop bien quel jeu il fallait intercaler. Est-ce qu'il fallait qu'on bride l'ensemble des éléments les uns avec les autres, donc en apportant de la contrainte sur le bois, ou au contraire, laisser tout ça un petit peu libre. Donc ça faisait partie des interrogations. Et on ne savait pas non plus comment ça allait vivre quand on allait s'installer dessus. Est-ce que le mobilier il allait vraiment se déformer ou si ça allait globalement très bien résister. Donc voilà, ça fait partie des expérimentations qu'on a menées lors de ces essais et lors du prototype. Et donc on a eu, comme disait Guillaume, la bonne surprise de s'apercevoir que ça ne travaillait pas du tout, c'était très résistant. Et en l'occurrence, la conclusion qu'on a tirée, c'est qu'il fallait en effet laisser du jeu, de ne pas apporter de contraintes trop fortes au bois, de laisser ça assez souple, de façon à pouvoir, je dirais, accepter les variabilités de dimensionnel du bois qui, selon l'hygrométrie qu'il peut prendre, plus ou moins forte, et ne pas apporter de contraintes qui pourraient, là, pour le coup, amener des problématiques techniques sur le produit. Donc voilà, ça fait partie d'un des exemples qu'on a dû investiguer dans le prototype. Pour le reste, c'est vrai que dans notre façon de faire, aussi bien tous les trois et avec Marc dans les dessins, on porte une attention toute particulière à la discussion au stade du dessin. Donc, disant, là, on est d'accord, là, on n'est pas d'accord, là, ça va aller, ça ne va pas aller, de façon à éviter, enfin, à faire en sorte d'être le plus efficient possible sur le prototype. Bien sûr, on prototype et on s'assure que ce qu'on a imaginé, ça marche, mais il y a des allers-retours en termes de dessin pour bien être d'accord sur la façon dont on envisage de faire le produit. Peut-être continuer sur la tôlerie forésienne. Le métal, alors j'y connais rien, mais c'est quoi comme métal? Est-ce qu'il est fondu? Est-ce qu'il est soudé? Parce qu'il y a voilà, quel est le savoir-faire? Parce qu'on voit bien au niveau du bois qu'il y a du ponçage, de la découpe et de l'assemblage. Bon, je caricature, mais on perçoit bien éventuellement les différentes étapes. Au niveau du métal, c'est quoi? Quels sont l'outil de production qu'il faut et les savoir-faire qu'il y a derrière? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur un environnement urbain. Donc là, il faut un mobilier qui soit donc résistant, qui puisse à la fois résister à l'usage pendant 5-10 ans, mais qui soit aussi résistant par rapport à l'éventuelle dégradation, donc au vandalisme. Donc nous, on a fait le choix d'être sur un acier, donc c'est un produit en acier, avec une conception en tube et puis avec un plat sur la périphérie. Donc là, on sait, de la façon dont on travaille habituellement, on s'est tenu au dessin de Marc et en respectant le plus scrupuleusement possible ce que Marc avait imaginé en termes de dessin. Et après, nous, on adapte les techniques pour faire en sorte d'y coller au maximum, tout en prenant en compte ces contraintes techniques que je disais, donc la solidité, la rigidité du produit. Et donc, ce qui fait que, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, là, on va être sur un produit qui va faire 7,5 kg. Et donc, on est bien sur un produit aussi quand même assez costaud, un petit peu lourd pour un usage domestique, puisque sur un usage domestique, on sera en dessous de 5 kg globalement sur une chaise. Donc voilà, on est bien dans ce parti pris de l'urbain. Et nous, sur l'aspect métallique, c'est un produit qui est assez simple à réaliser, mais qui a demandé un travail de mise au point, de discussion assez élaboré avec Marc pour arriver à ce dessin assez fin finalement, et sur lequel la structure métallique, en plus en blanc, disparaît presque du produit. Si je peux rajouter une chose juste sur le bois, le travail du bois, un des enjeux était aussi de travailler avec le savoir-faire d'Emmaüs. C'est-à-dire que Emmaüs n'a pas toutes les machines qu'on imagine. Vous n'avez pas de machine 5 axes, etc. Donc vous êtes limité en machines, vous avez un parc de machines limité. Donc là aussi, l'arrondi, les jonctions, on a testé pour savoir si dans l'atelier c'était possible à réaliser. Donc il y a une contrainte technique aussi qu'on a intégrée dans le dessin. Donc ça veut dire que dès la conception, toi tu connaissais le parc machine et l'ingénierie qu'il y avait derrière pour que ton dessin assez rapidement intègre tout de suite ce développement. Tout à fait, c'est ça la logique. Ouais. Et en fait, je salue la démarche parce que un autre designer aurait pu dire, il y en a beaucoup qui font ça, c'est mon coup de crayon qui va être la première intention. Et c'est comme ça, je pense, c'est comme ça qu'on plante un projet ou qu'on l'enlise dans ah bah oui, mais il y a une première intention de coup de crayon, derrière on se heurte à la réalité, il y a des techniques, il y a des savoir-faire, il y a des matériaux. En plus là, c'est particulièrement contraint puisqu'on n'est pas en économie linéaire mais en économie circulaire. Et donc l'économie circulaire et même solidaire que je porte, ça marche avec des designers comme Marc qui se disent mon coup de crayon est important, mais ça ne va pas être la première pierre au projet. Le premier projet, c'est une visite d'atelier,
c'est une visite de stock de gisement de matériaux. Et donc, ce qu'on déploie maintenant, c'est la visite d'atelier, finalement, est un prérequis à tout nouveau projet chez nous. Joël disait, une des façons de ne pas faire 40 000 prototypes, c'est d'avoir un bon échange entre designers et fabricants. Et une des façons d'avoir des bons échanges entre designers et fabricants, c'est que la première intention soit la rencontre avec les savoir-faire et avec les matériaux. Mais si on boucle la boucle, peut-être que les matériaux de notre projet de demain, Marc, c'est des matériaux que tu connais déjà parce qu'ils composent déjà des choses que tu as dessinées et fait produire. Et donc, tu les connais plus que personne. Enfin, peut-être pas plus que les utilisateurs qui utilisent tous les jours ou que les fabricants, mais tu les connais à un certain très bon niveau. Et donc, tout ça milite pour des boucles circulaires entrelacées et se succédant. En fait, c'est pas des boucles, c'est une spirale, quoi. On parlait de ressources matériaux, mais en ressources humaines, notamment pour la partie bois. Est-ce que le fait de travailler sur un projet urbain a canalisé différemment les énergies? Est-ce que ça a entraîné quelque chose de différent en disant ce que je suis en train de faire va être pour tout le monde? Ça, c'est fondamentalement important. À l'atelier Emmaüs, on a fait le choix de l'univers de l'artisanat et du design. Et donc, globalement, on ne peut pas se payer ce qu'on fabrique. Si cette chaise avait été pour l'intérieur, on ne se serait jamais assis dessus. Voilà. Or, elle est pour l'espace public. Et donc, il n'y a pas eu de commande à Lyon, mais si... Pas encore. Les habitants du 13e arrondissement, quand ils vont dans leur bibliothèque, les habitants du 13e arrondissement de Paris, quand ils vont dans leur bibliothèque de quartier, bibliothèque Virginia Woolf, ils s'assoient sur les chaises et en fait, la ville de Paris a décidé de leur payer un bon design et une bonne fabrication et en plus, le côté réemploi et solidaire. Donc, c'est particulièrement, merci de poser la question, lourd en sens pour des personnes qui touchent un SMIC, en fait, en insertion, c'est ça, de faire une chaise qui va servir, sur lequel ils pourront passer un bon week-end à la bibliothèque ou qui va servir le plus grand nombre. C'est très important. Et justement, là c'est une question qu'on a à peine évoquée tout à l'heure, cette question de la trace, de la mémoire. Hein. Tu l'as évoqué rapidement, mais je crois que c'était un point sur lequel il est important. C'est-à-dire il y a toute cette histoire et un des enjeux du débat que vous avez eu, c'était de savoir est-ce qu'on laisse l'usure, on montre l'usure du matériau ou est-ce qu'on l'enlève? Et comment s'est posé ce débat et pourquoi vous y avez répondu de cette manière? C'était un débat, c'était loin d'être neutre parce qu'on s'est dit effectivement, est-ce que la chaise doit parler de son histoire en laissant des traces de mémoire de la vie antérieure du bois, de ce parquet de gymnase. Et puis à la fin, on s'est dit non parce que il faut qu'elle ait sa propre vie, il ne faut pas qu'elle soit figée dans son histoire. Et si on veut avoir un objet qui... là aussi, on a voulu s'affranchir de l'esthétique palette, réemploi palette, parce que dans toutes les villes d'Europe, on a eu ça pendant des années. On mettait des palettes les unes sur les autres, on disait regardez, les gens s'asseyent dessus. Ça veut dire que ça marche. Mais il n'y avait aucune valeur esthétique, il n'y avait pas de questionnement sur l'impact. Voilà, c'était juste du réemploi. On décalait. Donc, ce n'était pas le fait d'avoir un objet qui était là, qui était dessiné. C'était juste un usage que les gens avaient besoin dans la rue. Et on aurait pu mettre des pierres, ça aurait été pareil. Les gens se seraient assis sur les pierres. Et là, c'est de s'affranchir de ça, de la vie d'avant, et de dire non, on peut faire un bel objet. Et cet objet pourrait être vendu par Cassina, par je ne sais pas qui. Pourquoi pas, hein, je caricature volontairement. Et on lui laisse libre cours de se réinventer, de recevoir d'autres histoires par les usages que les personnes vont en faire dans leur quotidien, quoi, en fait. Voilà. On avait peur que l'histoire soit trop forte à un moment donné et contraigne aussi le produit. Merci. Je pose la question de la cicatrice. Faut-il la cacher ou faut-il la sublimer ou faut-il la dépasser? Dans ce genre de mobilier, ça se pose la question. Mais je crois que là où le pas en avant est important, c'est se dire non, il faut penser l'avenir, il faut penser la future histoire et ne pas rendre visible l'ancien. Tu avais quelque chose à rajouter? Oui. Je ne sais plus cette discussion, je ne sais plus, c'est un peu loin dans mes souvenirs, mais
on n'a pas non plus fait beaucoup d'efforts pour le cacher. C'était pas surtout de ne pas voir, quoi. C'était, on a l'opportunité là de, finalement, on va parler en millimètres aussi. Les lattes de parquet sont un peu plus fines que celles qu'on a sous les pieds, donc elles font en cote utile en parquet, elles doivent faire 80 mm de large. Donc, on sait qu'on peut recouper. Il y a une feuillure, une rainure sur un côté, une languette sur l'autre. Si on enlève la rainure et qu'on enlève la languette, on retombe sur la dimension de la latte utile sur la chaise. Donc, c'était pas compliqué. Et on s'est facilité la vie aussi. Parce que si on s'était dit, OK, alors il faut absolument rendre hommage à la vie du truc d'avant. Donc, sur une face, on va bien couper, mais sur l'autre face, donc celle qui touche pas le dos, les fesses, on va laisser la rainure du parquet. Ben, on se serait mis des fils à la patte. Parce que cette rainure, elle est encrassée, elle est irrégulière, les produits de finition, les vernis, les huiles vont pas prendre pareil dessus. Et donc, en fait, ça aurait été plus cher, moins maintenable, peut-être plus fragile. Donc, il y a aussi, je pense que la démarche de conception, c'est aussi de saisir les moments où les choses s'alignent. Et là, ça s'alignait comme ça. Je dirais aussi, pour compléter, que la mémoire de ce parquet est dans l'épaisseur des lattes que vous avez là, à l'écran. C'est-à-dire que la largeur, Guillaume vient de l'expliquer, une fois qu'on enlève les côtés, on a une largeur qui est plus ou moins celle-ci. Donc l'histoire n'est pas jetée comme ça sous les yeux en disant « regardez, j'étais ça », mais c'est bien plus subtil, c'est les épaisseurs, l'assemblage. On parle de cette histoire-là, quoi. Oui, en tout cas, tous les éléments de construction ont concouru à l'intégration de tous ces éléments-là. Et les petits rondins, c'est là aussi des lattes découpées. Les rondins, merci de poser la question aussi. Ça, c'est un challenge parce qu'on n'est pas arrivé à les faire dans les mêmes lattes. En fait, c'est pas du tout les mêmes machines. Pour sortir une petite pièce comme ça, en menuiserie, il y a une mèche qui agit. C'est une mèche ou une lame qui agit sur le bois, et évidemment, il faut que cette pièce soit maintenue, il faut que cette pièce soit préhendée par la main de l'homme ou un système qu'on appelle sauterelle. En tout cas, sur ces petits-là, on a préparé des planches de chêne plus grandes, qui sont aussi de la récup, mais d'un autre gisement, et on les a passées en découpe numérique. Donc là, pour le coup, autant Marc le disait, l'épaisseur et la largeur de chaque latte est déterminée par l'histoire du parquet, mais l'épaisseur et le diamètre de l'entretoise, elle est déterminée par la latte et choisie dans un gisement qui permettrait beaucoup d'autres choses. D'accord. Et donc, le matériau bois est livré à Tôlerie Forésienne. Et comment il est tenu? Est-ce que le système de jonction entre comment est conçu le système de jonction entre le métal et le bois? Déjà, on a le même système là, qu'on réitère 3 fois. Donc, on a 3 points de jonction entre les différentes pièces de bois. Et puis après, on a des petites pattes qu'on ne voit pas sur cette vue-là, mais qui sont assez discrètes, mais qu'on voit bien sur les produits, qui permettent de fixer tout simplement l'ensemble entre le bois et le métal. C'est très discret. Et puis, il y a aussi le fait que le bois, quand même, soit, comment on va dire, il s'insère parfaitement dans le châssis métallique qu'on a prévu à cet effet. Donc, il est déjà bridé naturellement. Et puis après, on rajoute juste des petites vis d'immobilisation. Donc, c'est assez discret. Je voudrais revenir sur ta question, Marc, sur faut-il cacher la vie d'avant ou parfois le défaut qui fait que cette vie d'avant s'est arrêtée. C'est fendu. Enfin, nous, on travaille beaucoup avec des planches de chêne qui sont fendues. Elles auraient été bonnes en qualité ébénisterie, mais elles sont traversées d'une fente ou de piqûres d'insectes. Faut-il le cacher ou faut-il le montrer, voire le magnifier? Alors, j'ai quand même 2 positions là-dessus. Ou la même position, mais pour 2 raisons. J'ai dit tout à l'heure, on est revenu à une époque où il faut réintroduire les réflexes de réemploi et de sobriété matérielle dans les projets. Donc, ce n'est pas inintéressant quand ça se voit quand même, parce que ça fait manifeste. Marc l'a dit tout à l'heure, là, ça ne se voit pas de façon directe, mais ça se voit de façon indirecte, puisque les dimensions n'auraient été jamais celles-là si tu étais parti d'un cahier des charges de matière vierge.
Donc je trouve que c'est très porteur en termes de symbolique quand ça se voit, notamment pour achever notre époque là, qui a besoin encore de beaucoup de symbolique, et passer à l'époque future où on n'en aura plus besoin parce que ça sera la norme. Donc continuons en fait à ne pas cacher la vie d'avant, à ne pas continuer à en parler dans des événements comme celui-ci, voire quand elle se manifeste très fortement sur le produit, on n'est pas obligé de faire des efforts pour la cacher, même si là, ça ne nous a pas demandé d'efforts. Et puis, il y a un deuxième parallèle que j'aime beaucoup faire, c'est, je dis souvent que les sujets, les enjeux environnementaux de notre époque et les enjeux sociaux de notre époque ne sont pas déconnectés. Ils sont les deux faces d'une même médaille. Ça ne sert à rien de sauver la planète si on s'entre-déchire dessus parce qu'il y a trop d'inégalités. Et de notre façon, il n'y a pas d'emploi, pas de prospérité sur une planète morte. Donc les deux sujets socio-environnementaux sont les deux faces d'une même médaille qui s'appelle comment vivre dignement ensemble à l'échelle d'un bassin de vie que peut être la région de Saint-Étienne, Lyon, Grenoble, Genève. Voilà, puisque pour parler d'une région qu'on connaît bien. Et donc, en partant de l'idée que les sujets socio-environnementaux sont liés, on fait souvent des parallèles, nous, à Emmaüs. Et on dit en construisant, on se construit, en réparant, on se répare. Et finalement, l'objet est le miroir de l'artisan. Et donc, si on ment sur les craquelures, les fêlures, les imperfections d'un objet, on se ment sur nos fragilités à nous. La perfection qui existe dans la consommation courante, perfection apparente d'un t-shirt blanc H&M, de n'importe quel smartphone neuf, même d'un service. Cette perfection, en fait, cache beaucoup elle a une face cachée, mais que personne ne veut vous montrer, d'une usine quelque part, dans des conditions horribles, d'une chaîne d'approvisionnement très fragile peut-être. Et donc, l'idée que les objets puissent porter des fragilités, qu'on puisse laisser les fragilités humaines apparaître en fait sur les objets, est je pense, un bon aide-mémoire pour regarder nos fragilités à nous, fabricants, utilisateurs, en face, et les accepter. Merci. En tout cas, avant de laisser la parole à la salle, une petite question en forme d'ouverture. Est-ce qu'on pourrait dire que cette œuvre, ce fauteuil est un kintsugi mobilier, c'est-à-dire cet art japonais qui, face à un bol brisé, fait les jonctions des brisures par un fil d'or, donc la réinterprétation, la redécouverte d'une brisure par le côté même magnifié. Est-ce qu'on pourrait faire cette comparaison entre cet art du kintsugi japonais et cette œuvre? Par rapport à ce que je viens de dire, je dirais que non, parce que justement, tu ne vois pas tout de suite que c'est du parquet. Donc le coup du fil d'or qui dit « c'était cassé exactement là, regardez », et l'œil va être attiré exactement là, parce que c'est... Je pense que le kintsugi, c'est un hommage aussi au passé. Cet objet, il est un hommage au présent. Oui, c'est exactement ça, mais c'était une posture face à un matériau et un gisement. Et c'est une première collection, j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que ce que j'aime bien imaginer, c'est que chaque ville puisse être force de proposition de gisements différents. On soit à Strasbourg, à Lyon, à Saint-Étienne, à Bordeaux ou ailleurs, en fonction des chantiers de démolition, qu'est-ce qu'on récupère? Des cadres de porte, des mains courantes en métal, j'en sais rien, des portes entières, du parquet ou autre chose. Donc dans ce cas-là, la méthode qu'on a mise en place sera la même, sera de se dire comment est-ce qu'on va travailler avec ce matériau et qu'est-ce que ce matériau, avec les savoir-faire qu'on a dans l'atelier Emmaüs, on va pouvoir dessiner comme objet. Donc l'objet est la résultante de tout ça, en fait. C'est pas, il ne vient pas avant. Ce n'est pas un dessin imposé, c'est un dessin qui est issu de la ressource qu'on a récupérée. Et ça, je trouverais ça super intéressant, que les élus puissent s'approprier ça et se disent, nous, on a des chantiers de démolition à Paris, à Strasbourg ou ailleurs, on vous met en contact, voilà les ressources qu'on peut récupérer et comment vous pouvez travailler. Peut-être même de la pierre, peut-être du béton, j'en sais rien. Si on va beaucoup plus loin, tous les matériaux seraient possibles. Et ça générerait
des objets à identité forte, conçus à partir de matériaux. Mais au-delà des municipalités, est-ce que ça ne pourrait pas être des groupements privés, par exemple des démolitions d'immeubles, ils disent, au lieu de tout jeter à la benne, est-ce que ça peut être un modèle reproductible ou pas? Nous, on fait que du plaidoyer auprès des grands constructeurs, Bouygues, Vinci, Eiffage, pour leur dire, en fait, vous construisez des immeubles entiers avec des matériaux neufs et en lieu et place d'anciens bâtiments que vous prenez et vous mettez dans des bennes. En fait, si on se dit juste que ça va dans des bennes, c'est se mentir un petit peu parce que derrière les bennes sont traitées et c'est enfoui. Donc, on est en train de remplir nos prairies françaises de déchets de bâtiments et alors que justement l'idée à pousser maintenant, c'est de dire que les villes, les bâtiments, les espaces publics sont des mines de matériaux secondaires. Pour autant, c'est quand même un combat très compliqué parce que l'économie linéaire s'est organisée. Les risques se sont sédimentarisés à certains endroits. Quand un constructeur évalue ses risques sur une livraison de bâtiment, en fait, il sait qu'il en a là, mais il a aussi des endroits qu'il a très fortement dérisqués. Je parle de risque coût, conformité, délai, par exemple. Et lui dire, attention, mais tu te rends compte que là, tu prends des ressources naturelles pour jeter des matériaux qui pourraient être utiles. Essaie de travailler en circulaire, en fait, c'est un changement de paradigme tellement puissant, tellement fort, que ça demande de réagencer les risques sur la chaîne de valeur. Et en fait, il faut une certaine dose de volonté écologique qui, malheureusement, fait bien défaut. En tout cas, votre œuvre, elle a un nom, cette œuvre? Non, pas encore. Robot. C'est un démonstrateur. Et en tout cas, nous, on continue à travailler avec toi, Guillaume, sur un projet que vous verrez bientôt au Grand Palais chez Change Now, puisqu'on fait un meuble laboratoire des pratiques durables, justement avec l'atelier Emmaüs. Oui, vas-y, oui, bien sûr. Sur le rapport à l'industrie, on travaille beaucoup dans l'éclairage public aussi. Et j'ai discuté avec le directeur de l'éclairage public de la ville de Lyon il y a quelques années, pas si vieux que ça, peut-être 3 ans. Et on était à table avec des industriels et le directeur service éclairage leur disait, mais moi, mes lanternes, elles ont 15 ans, mais elles sont en très bon état parce que c'est de la fonte d'aluminium, etc. Donc, je voudrais juste du relamping, c'est-à-dire qu'on a des vieilles lampes. Aujourd'hui, grâce à la LED, on peut consommer moins d'énergie. Vous pouvez m'enlever juste la technique dedans et la changer avec des LED. Les industriels disent, non, mais on ne va pas faire ça, on te change tout. Ça coûtera beaucoup moins cher de tout changer. Et le gars se retourne et dit, mais et le reste, on le met à la benne. Voilà. Donc on met à la benne des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc il s'est battu. Et aujourd'hui, par exemple, sur la ville de Lyon, il garde la structure et il change uniquement la partie technique pour là où il y avait des lampes qui consommaient beaucoup, mettre de la LED. Mais tout ça, c'est très lent. C'est très lent. Et une industrie, n'importe laquelle, que ce soit du bâtiment ou du mobilier d'éclairage, on ne va pas stigmatiser l'entreprise, mais toutes sont dans la logique de dire le remplacement, ça coûte beaucoup moins cher. C'est plus simple. Et c'est pour ça qu'on a voulu avoir cette approche-là avec TF et Joël Lemoine, de dire on produit quelque chose, mais on produit quelque chose avec un prix réel et un prix du marché. Ces objets-là ne coûtent pas 5 000 €. Ils sont vraiment au prix du marché, au prix d'autres bancs publics que vous voyez dans n'importe quelle ville, quoi. Ben merci. Je ne sais pas si non. Merci beaucoup à tous les trois. Et voilà, si vous avez des questions, si vous voulez n'hésitez pas. Des précisions, oui. Il faudra qu'on y pense. Il paraît que ça va changer un peu à Lyon bientôt, donc on ira voir les nouveaux. Oui, alors, très bien, moi juste une petite chose, il y a une présentation aux élus de ce mobilier. On nous a dit oui, c'est très bien, c'est tout. Voilà. En fait, oui.
quand je suis à Paris, je sais que je suis à Paris. Je fais la différence entre être à Paris urbanement, ou être à Lyon, ou être à Londres, ou être à Vienne, ou être en Suède. Enfin, bon. Là, quand je vois la photo, je ne sais pas où je suis. Je me dis, je suis peut-être chez Pierre les Vacances, ou peut-être je suis dans tel hôtel ici ou là. Je ne me sens pas dans un lieu urbain qui a une identité. Ouais. Alors, je trouve très noble ce que vous faites. Mais où est la ville? Alors, avant que tu répondes, ce n'est pas une commande publique. Donc tout ce que vous avez cité tout à l'heure, non mais c'est à préciser. Ben oui, oui, parce que c'est la ville de Strasbourg, la ville de Paris qui commande quelque chose. Donc il y a une étude qui est faite pour garder une identité. Là, c'est en dehors. S'il y avait une commande de la ville de Lyon pour ce mobilier, je peux imaginer que le dessin aurait été autre. Donc il faut. Eh ben non. Non, alors vous avez parfaitement raison, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir à l'écran, c'est décontextualiser. Il y a tout le process industriel, etc., tout ce qu'on vous a raconté, mais il n'y avait pas de contexte support au départ à réflexion. Donc cet objet n'est pas un démonstrateur, mais à la fois c'est aussi un démonstrateur, c'est-à-dire que c'est un démonstrateur pour montrer le savoir-faire et le fait qu'on réussisse à avoir un produit industriel avec des matériaux upcyclés. Mais, excusez-moi, nous, notre habitude, on travaille à Paris, on travaille à Strasbourg, on a dessiné beaucoup de mobilier urbain pour la ville de Paris. Les nouvelles entrées de métro de la ville de Paris, c'est nous qui les avons dessinées. Donc, on travaille énormément avec les architectes des monuments historiques et sur cette notion d'identité. Et aujourd'hui, vous dites que les villes ne se ressemblent pas, mais malheureusement, de plus en plus, les villes se ressemblent par une systématisation du mobilier urbain, que ce soit d'éclairage ou du mobilier d'assises ou tout type de mobilier. Et le travail qu'on est en train de faire depuis de nombreuses années, c'est de travailler justement sur l'identité avec des entreprises comme TF, parce que Tôleries Forésiennes, ce sont des petites entreprises, et ce n'est pas négatif, hein, Joël, c'est une petite entreprise qui n'a pas la volonté d'inonder le marché à l'international. Et aujourd'hui, depuis, on va dire, 10 ans, la plupart des entreprises de mobilier urbain en France se sont regroupées, ont été rachetées, revendues, même en Europe, dans une logique de mondialisation. Donc, des boîtes qui étaient françaises sont aujourd'hui, on ne sait plus, suédoises, finlandaises, américaines, et elles ont une vision monde. Donc, tout ce qu'elles produisent, elles doivent le vendre dans le monde, parce qu'elles doivent vendre des grandes quantités. Aujourd'hui, Tôleries Forésiennes est une petite entreprise, je le répète, et c'est tout l'intérêt de pouvoir travailler avec Emmaüs, parce que si vous allez chercher des grands groupes aujourd'hui, jamais ils travailleront avec Emmaüs. Ils vont dire non, mais ça sort de notre process. Et vous voyez, et c'est pour ça que vous êtes dans le cœur de notre travail. Nous, c'est de dire il faut qu'on se réapproprie le mobilier par espace. Et là, on est en train de livrer pour la ville de Nice. Estrosi est venu nous chercher en nous disant on veut du mobilier sur mesure, qui parle de l'histoire de notre ville, qui parle de quelque chose qui soit extrêmement contemporain. Et là, sur tout je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, pas la promenade des Anglais, le parc qui s'ouvre. Non, c'est un autre nom, bref, qui est inauguré lundi prochain. Notre mobilier est installé. 4 ans de travail avec les élus, avec un mobilier identitaire, entre guillemets, qui parle de la ville de Nice. Et ça, c'est possible de contrecarrer ça seulement si on travaille avec des artisans et si on travaille avec des petites ou moyennes entreprises, parce que sinon, on va arriver à une mondialisation qui fera que tous les centres-villes vont se ressembler, quoi, en fait. Pour compléter, après on reprendra votre point, on a plutôt industrialisé un concept qu'un produit. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si on va voir Strasbourg, en fait, le matériau strasbourgeois va raconter quelque chose de différent et la chaise aura un dessin twisté, tordu par rapport à celui-ci, mais le concept restera celui-là. Ça répond un peu? Non? Oui? Bon. Même à l'origine du projet, en disant
identifié. En même temps, pour la ville, c'est une vraie image environnementale, sociale, etc. Est-ce que ça fait partie des réflexions ou vous avez complètement fait? Ouais, je veux bien parler de Lyon. Oui, en fait, le mandat des Verts à Lyon, qui aurait en plus politiquement été assez intéressé, a été du point de vue urbain vraiment chaotique. Il faut le dire. Hein. Moi, je pense qu'il n'y avait pas de place pour ce genre de discussion. Ils ont beaucoup travaillé sur la voirie, beaucoup travaillé sur les pistes cyclables. Ce ne sont pas fait que des copains. Il y a eu quelques innovations sur des toilettes en extérieur, sur les quais, tout ça. On a vu que c'était très expérimental. Ils auraient pu accrocher, mais le temps de cerveau n'était pas disponible. Mais peut-être, il faudra qu'on essaye. Et puis, on côtoie les élus depuis 35 ans, on les connaît très bien. Aller les voir avec une idée, ça ne sert à rien. Il faut les voir avec un projet. Dire, voilà ce qu'on sait faire, voilà l'équipe, voilà comment on travaille, voilà la méthode. On peut réfléchir avec vous pour votre ville. Ça, c'est une autre manière d'aborder. Venir juste en disant, voilà l'idée, on pourrait... Non, ça ne marche pas. Voilà. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Au contraire. Mais à Paris, quand Haussmann ou Daviou... Oui. Oui, mais ça, c'est justement vers ce quoi on ne veut pas aller. Mais quand vous dites que le mobilier urbain n'est pas un élément essentiel, au contraire, pour nous, c'est un élément essentiel parce qu'il est l'interface entre l'habitant, l'usager et son espace public. Et c'est un élément à l'échelle humaine, c'est un élément essentiel. Quand au XIXe siècle, Alphand ou Daviou ont conçu le mobilier urbain pour la ville de Paris dont on parlait, c'était à consonance décorative. Et c'était pour donner une échelle et pour que les gens n'aient pas peur d'aller sur ces grands boulevards trop grands qui étaient pensés pour beaucoup de voitures, beaucoup de chevaux, alors qu'il n'y avait pas encore tout ce monde-là. Mais du coup, il fallait structurer. Pardon ? Ah bon ? C'était très réussi, mais ça participait d'une vision globale. Ben parce que c'est une vision politique et stratégique. On peut faire ça, on peut apporter notre vision et nos savoir-faire à un atelier de menuiserie lillois qui existe déjà et qui veut peut-être travailler sur un projet comme ça. On nous interroge beaucoup parce que notre approche en menuiserie, elle est encore trop rare. Donc, c'est beaucoup de travail de monter un deuxième atelier. On ne le fera pas tout de suite, mais transférer le savoir-faire, transférer la façon de voir les projets, oui, volontiers. Oui. Une dernière question, parce qu'il est tard. On touche le cœur de l'économie circulaire et de son développement. Moi, j'étais dans Emmaüs en tant que jeune ingénieur à déployer des pratiques de tri, des pratiques d'accueil des personnes aussi, et les deux sujets sont très liés. Emmaüs, c'est 280 structures en France, à peu près 150 font de la récupération d'objets tels que vous pouvez l'avoir en tête, ou peut-être vous êtes donateur ou acheteur chez Emmaüs. Ces structures-là, en 2015, quand j'arrive dans ce grand mouvement, elles sont débordées par les objets, débordées par les morceaux d'objets. Et je visite littéralement des champs d'objets, des montagnes d'objets que le rythme des bennes industrielles peine à évacuer. Parallèlement, je rencontre des personnes, les compagnons d'Emmaüs, les salariés en insertion à Emmaüs, qui sont accueillis dans ce grand mouvement
sur critères sociaux et pour se reconstruire, qui font une activité essentielle de tri, mais qui aspirent aussi à d'autres activités qu'on ne leur propose pas tout à fait. Donc c'est un double gâchis. C'est un gâchis matériel, c'est un gâchis humain. Et l'impulsion de l'atelier Emmaüs, c'est de dire on va réinsuffler le travail de transformation dans ce grand mouvement, mais aussi au-delà. On parlait du studio qui a vocation à déployer les pratiques au-delà de notre atelier lyonnais pour résoudre ce double gâchis. Et on ne fait pas beaucoup d'efforts pour aligner ces deux intentions-là, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont sœurs, en fait. Voilà. Bon. Ben merci beaucoup à tous les trois.